Oui, oui, ils sont beaux là. Il y a un petit peu de déchets, mais ça va ça. Là, au mois de septembre, il n'y a jamais tombé d'eau, alors forcément, ça ne les a pas abîmés. C'est-à-dire qu'il y a des années que quand on est en retard, il y a 30% de déchets, qu'il pleut. S'ils n'ont pas le tracteur, ils sont perdus. Hop. Saute. Là, les bogues, ça les écrase pour sortir le grain. Et autrement, ben, ceux qui sont dessous, ils ne sont pas écrasés. Là, dessous, là, vous voyez, les bogues, il resterait du grain si on les faisait qu'une fois. C'est le haricot riz. Son vrai nom, c'est la princesse de Chambord. Ils sont très petits, ils ont presque pas de coque et ils sont très digestes. C'est des variétés qui sont plus d'actualité parce qu'elles n'ont pas de rendement. C'est toujours la qualité qui s'en va, quoi. Ils sont pas productifs, ils sont très hardifs, mais ils sont très bons autrement. De toute façon, on n'en trouve pas dans le commerce. Si je les garde pas, c'est sûr que ça va disparaître. Ah ben oui, c'est la famille haricot. Là, c'est bien réussi. Cette année, c'est bien. Il y a des années qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a même pas les semences. On en garde pour semer l'année d'après, quoi. Pour avoir une autre récolte. Ça a toujours existé comme ça. Ah. Et là, forcément, moi, j'ai pas le droit de le vendre à n'importe qui après. Vous n'allez pas aux paysans, la semence? Normalement, oui, elle appartient aux paysans, la semence. Mais ce qu'il y a, c'est chez les semenciers qu'on fait avec soit des hybrides ou tout un tas de choses nouvelles qui font que maintenant, c'est à eux que ça appartient. Ils se croient propriétaires des semences. Soi-disant qu'ils font des progrès dans les semences, des sélections et des trucs comme ça, que le paysan, en le temps, il n'a jamais fait des hybrides. Ces variétés-là, elles ne bougent pas en général. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi ils nous parlent de pureté. Ben, c'est pureté, ça veut dire que la graine, il faut qu'elle soit bien conforme, il faut qu'elle soit bien toute pareille. C'est ça la pureté un peu chez eux. Mais pourquoi, à quoi ça sert? Ben, ça sert à rien, mais ça fait un plus pour eux, mais qui n'a aucun sens. Ah oui, mais c'est pas normal. C'est pas normal, mais ils ont contribué à faire les hybrides. Alors ils s'approprient des semences de base. Ils ont le monopole à cause de ça. Et les semences de base, normalement, devraient encore exister aux paysans. Pour améliorer, il fallait certainement des sélections par des années d'observation sur une plante. On triait. On triait, et puis sur ces haricots-là, je passe dedans, et puis si j'en vois un qui n'est pas bien, il y a toujours des défauts, parce que ça finirait par se dégénérer. Ouais, mais alors tous ces travaux en laboratoire, ça sert à quoi? Ben, c'est eux pour leurs hybrides, forcément, un ou des OGM à l'occasion, parce qu'on y arrive à ça. Forcément, parce qu'ils revendent des semences 3 ou 4 fois le prix que leur ont coûté. Tandis que là, ben, quand c'est une variété, ben, ça peut s'échanger et puis il n'y a pas besoin d'un monopole dessus, quoi. Il n'y a plus qu'à prendre chacun son coin et les mettre à l'abri. Avant, c'était les agriculteurs localement qui faisaient de la semence, qui la vendaient à leurs voisins. Il y avait un beaucoup plus grand nombre de variétés parce que comme il n'y avait pas de définition officielle, d'inscription au catalogue, ben, chacun avait sa variété. Alors quand est-il apparu ce catalogue? Le catalogue est apparu vraiment officiellement en 1952. C'est un peu comme les autorisations de mise en marché d'un médicament. On ne peut pas vendre les semences de n'importe quelle variété de plantes. On est obligé de vendre les semences de variétés inscrites à ce catalogue officiel.
Et en fait, il est fait pour inscrire des variétés modernes sélectionnées par les obtenteurs, les grandes entreprises qui sont obtentrices. La variété doit être testée pendant 2 ans. Ces tests ont un coût qui est assez élevé, puisque pour les potagères, c'est à peu près 1 700 €. Donc seules les entreprises qui ont mis au point des variétés intéressantes qui vont être diffusées à une assez grande échelle peuvent rentabiliser le coût de l'inscription, auquel s'ajoutent 400 € par an de maintien au catalogue officiel. Sachant que nous, on en vend des très petits volumes, on ne peut pas rentabiliser un tel coût, quoi. Alors que les variétés traditionnelles qui sont inscrites au catalogue, on peut les multiplier librement. Si elles sont radiées, parce qu'aucun autre établissement ne veut les multiplier, à ce moment-là, on peut demander à être mainteneur de cette variété-là et de faire ce qu'on appelle de la semence de base de bonne qualité. C'est cette semence de base qui ensuite est multipliée pour faire la semence commerciale. Le GEVES est en partie financé par des fonds publics, puisque une grande majorité des agents travaillant pour le GEVES sont des fonctionnaires, hein, on est originaire de l'INRA, donc ça c'est une partie fonds publics, et la deuxième partie c'est les taxes que nous payent les obtenteurs pour faire homologuer les variétés. Il y a une bonne quinzaine d'obtenteurs en Europe qui créent des variétés. Toute nouvelle variété doit être étudiée avant de pouvoir être commercialisée, soit dans le cadre de l'homologation des variétés avant mise en marché, soit dans le cadre de la protection des obtentions végétales, c'est-à-dire qu'il existe au niveau des plantes un système, un peu l'équivalent du système du brevet, qui permet aux obtenteurs de récupérer quelques fonds sur l'investissement de recherche qu'ils ont été amenés à faire. C'est assez cher de faire homologuer une variété, non ? Je pense que le coût d'homologation d'une variété est très dépendant du secteur sur lequel va se retrouver cette variété. Effectivement, si on homologue une variété pour le marché amateur, c'est-à-dire pour une petite niche, les frais d'inscription peuvent sembler relativement chers. Alors ici, à quoi vous vous intéressez ? 80% de notre activité est orientée sur les espèces potagères. On va d'abord juger de l'homogénéité des variétés. Alors l'homogénéité d'une variété, c'est la ressemblance entre tous les individus qui composent cette variété. Dans cette parcelle, par exemple, on a typiquement une plante qui ne correspond pas à la variété. De même, là-bas, on a également une plante qui est nettement différente. Une fois qu'on a jugé que la variété est homogène, on va s'assurer que la variété est distincte de tout ce qui existe, originale, et se distingue par un caractère morphologique ou physiologique, puisqu'on ne peut pas inscrire 2 fois la même génétique sous des noms différents. Et le troisième point qu'on juge, mais qu'on juge plus en post-homologation, en post-inscription, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'on va s'assurer, à périodicité régulière, que les semences commercialisées correspondent toujours à la variété d'origine. Au plan des pathologies, est-ce que vous intervenez ou pas du tout ? Au niveau des problèmes phytosanitaires qu'on peut avoir sur les cultures, on se place à peu près dans une condition agricole normale, c'est-à-dire qu'on fait des traitements à peu près identiques à ceux que fait un maraîcher normal. En bio, par exemple, comment est-ce que vous faites pour labelliser, contrôler des semences ? Comment ça rentre dans votre circuit ? Alors, je pense qu'en termes d'homologation variétale, le bio rentre pas dans notre circuit, parce que nous, on s'assure qu'une variété est distincte, homogène et stable. Le type de production des semences et le type de production du légume après, c'est un itinéraire culturel qui n'a rien à voir avec la distinction, l'homogénéité et la stabilité. Au niveau de la semence, si. Au niveau du plant, si. Au niveau de la génétique, non. Nous, on travaille sur la génétique, on ne travaille pas sur le plan, sur la qualité. On peut très bien, une variété qu'on va homologuer, comme cette variété-là, par exemple, elle pourrait être produite à la fois en conventionnel ou à la fois en bio. En France, 95% des semences sont des semences de variétés sélectionnées pour l'agriculture industrielle. En tournesol, il n'existe que des hybrides, il n'existe plus aucune variété population traditionnelle. Les semenciers, comme ils considèrent la plante comme un sac à gènes, ils se disent finalement pourquoi conserver 10 variétés différentes, autant les mélanger et dans le sac on aura bien tous les gènes.
La semence paysanne, c'est des semences où l'agriculteur devient un véritable agriculteur. Il fait la sélection, la multiplication et la production du légume ou de la plante. Non seulement il produit la semence, mais en plus il fait de la sélection sur sa ferme. Ce que l'agriculteur avait toujours fait, donc il s'agissait de retrouver des choses existantes et de les porter un peu plus loin, de voir quels étaient les paysans qui avaient encore des savoirs, d'où ils les tenaient, est-ce qu'ils avaient encore des variétés intéressantes. C'est comme ça qu'est né le réseau. Et puis il a vu le jour officiellement lors d'un colloque à Toulouse, le colloque d'Oswil, qui a pris un tour assez crucial quand on a commencé à parler des OGM. On a vu qu'en agriculture biologique, il fallait qu'on commence à se remuer sérieusement pour la question des semences. Je ne pense pas qu'on s'occupe de plantes en voie de disparition. Je pense que là, on est à une étape un peu difficile dans nos sociétés en crise, que la voie qui a été choisie ces 100 dernières années est une impasse et que petit à petit, en particulier dans les jeunes générations, des personnes comprennent et décident de ne plus voir ce genre de travail uniquement à court terme, mais de voir sur le long terme les possibilités qu'il y a. Nos petites entreprises sont des entreprises de production de semences, mais en même temps, c'est des entreprises qui ont un rôle intéressant sur le plan de la protection de la biodiversité, parce que comme on n'est pas obtenteur, on ne peut multiplier que les variétés qui sont dans le domaine public, donc en plus de 20 ans d'âge. Comme en plus on est en bio, on cherche des variétés qui sont adaptées à la bio et qui ont une bonne valeur alimentaire et gustative. Et donc on tombe sur les variétés traditionnelles. Concrètement, ça veut dire qu'on travaille, on boycotte systématiquement les variétés modernes qu'on soupçonne d'avoir été manipulées dans les laboratoires, de près ou de loin, qu'elles soient OGM ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les variétés qui ont été sélectionnées de manière traditionnelle. Qu'elles soient récentes ou anciennes, moi personnellement, ça m'importe peu. Parce que ce sont des populations qui ont suffisamment de diversité pour continuer à évoluer. C'est la différence qu'il y a avec ces variétés modernes très homogènes. Pour être inscrites, elles doivent être très homogènes, mais elles perdent en diversité. Du coup, elles perdent en possibilité d'adaptation ou d'évolution. Nous, avec nos variétés, on a encore un potentiel d'évolution qui est important. On a fini la récolte, il s'agit de les trier. On va éliminer toutes les petites qui ne se conserveront pas. Celles qui sont fourchues, qui ont des défauts vraiment visibles, là c'est même plus une question de variété. Ensuite, il faut qu'on élimine ce qu'on appelle les hors-types, qui ne sont pas conformes à la variété qu'on a choisie. On va faire deux catégories, les très belles, qui nous serviront à produire la semence de base, c'est notre semence, celle qu'on ressèmera les années suivantes. Et puis ensuite, avec celles qui sont un peu plus irrégulières, qui peuvent avoir quelques défauts, mais qui conservent quand même les caractéristiques de la variété, on fera la multiplication pour la semence à vendre. Celles-ci seront consommées prochainement. Pour celles qu'on va garder pour la semence, on coupe la petite radicelle au bout, les feuilles, pour préserver les bourgeons. Les carottes sont rangées soigneusement les unes à côté des autres dans la cagette. Fin février, on va les ressortir, les retrier. Les plus belles, on les goûtera, on choisira les plus savoureuses pour faire la semence de base. Les autres seront replantées pour faire la semence commerciale. Donc à ce moment-là, on les remettra à droite pour qu'elles reverdissent. Ensuite, on pourra les planter. 1 mois et demi après, elles doivent être prêtes à faire des fleurs et des graines. Il faut qu'elles fassent un système racinaire à nouveau pour la deuxième fois. En fait, la carotte, elle n'est pas faite pour être sortie de terre. C'est un peu un stress qu'on lui impose, mais ça nous permet à nous de faire de la sélection. Alors les semenciers conventionnels, eux, ne font plus du tout comme ça. Ils le font sur des petites quantités et puis ensuite, avec la semence obtenue, ils sèment des dizaines d'hectares. À l'échelle où nous travaillons, chacune passe entre nos mains.
ça participe à la qualité des produits aussi après. De même que le jardinier va avoir un lien avec les plantes qu'il cultive. Voilà. Si vous ne faisiez pas tout ce que vous faites là, cette variété de carottes disparaîtrait? Ah oui, on pourrait retrouver sa trace dans la littérature. On entendrait parler de la carotte de 40 ans, mais on n'en aurait plus la semence, on ne pourrait plus la cultiver. Et on ne pourrait plus non plus l'utiliser dans des schémas de sélection, parce que peut-être qu'elle a des caractéristiques très intéressantes et qu'on pourrait la croiser avec d'autres plantes et obtenir une variété encore plus intéressante. C'est pour ça aussi d'ailleurs que certains sélectionneurs retournent vers les plantes sauvages pour faire certains croisements. Ce n'est un secret pour personne. On sait bien qu'au sein des grosses compagnies semencières, les sélectionneurs travaillent depuis des années sur le gène. En France, la transgénèse ne se pratique pas encore sur les plantes potagères. On a bien voulu m'expliquer chez Villemorin jusqu'où peut aller la sélection et la création de nouvelles variétés, sans qu'on aborde la question des OGM. Sur l'espèce qu'on est en train de travailler ici, la laitue, l'essentiel des objectifs, c'est d'introduire des résistances à des maladies. Ici, on a affaire donc à une lactuca sauvage, dans laquelle on a déjà identifié un gène de résistance au brémia. L'objectif est donc d'introduire ce gène-là dans les laitues cultivées, un ou plusieurs gènes, une résistance intéressante au mildiou. Essayer dans un premier temps de croiser, d'utiliser cette laitue sauvage soit comme parent femelle, soit comme parent mâle. Il faut d'abord castrer le parent femelle. Castrer, ça signifie enlever le pollen du parent femelle. Et puis après, donc, on va polliniser par le parent mâle, qui sera la laitue cultivée. On a à peu près 1 heure le matin pour faire la castration. Et 2 heures après le lever du soleil, la fécondation est réalisée. Comme là, ce que je veux faire, c'est un croisement avec un autre parent. Il faut donc que j'enlève tous les grains de pollen de cette fleur. Maintenant, je vais aller chercher mon parent mâle, qui est la laitue sauvage qu'on vient de voir, dans lequel il y a le gène, la résistance qui nous intéresse. En frottant les 2 fleurs, le pollen du parent sauvage va se déposer sur le style du parent femelle ici, et la fécondation va se réaliser dans les 48 heures. Sur cette plante un peu plus avancée, on voit très bien un gonflement à la base. Ça signifie que les ovules ont été fécondés et que là sont en train de se former les embryons et les graines. Là, on est vraiment dans le cœur du métier de sélectionneur, c'est-à-dire de trier le matériel. Petit à petit, on va sélectionner une toute petite partie de ce matériel-là pour aller l'expérimenter beaucoup plus largement, surtout dans les zones de production. C'est du test de variété, c'est-à-dire de vérifier si la nouvelle variété que l'on se propose de développer a un potentiel intéressant ou pas. La demande du marché est d'avoir des colorations rouges les plus vives possibles. Donc là, on voit très bien qu'on a du matériel pas du tout assez rouge pour ce qu'on recherche et du matériel qui est bien plus coloré, donc plus intéressant. Et puis après, on a d'autres critères comme la forme de la feuille. Là, on est sur des types avec des feuilles très multilobées, qu'on appelle ça encore les types feuilles de chêne. C'est actuellement très recherché. Par contre, là, on est sur des types de feuilles beaucoup plus entières, beaucoup moins frisées, un petit peu moins recherchées aujourd'hui. La feuille de chêne, c'est quelque chose qui est très spécifique du marché français, la Batavia. Et puis on va retrouver sur le sud de l'Europe des verts beaucoup plus sombres, alors que le nord de l'Europe va plutôt être sur des verts beaucoup plus jaunes. On est à peu près au dernier stade de la sélection variétale, c'est-à-dire qu'on est sur des nouveaux numéros qui sont déjà bien triés sur le plan agronomie, bien triés sur le plan résistance aux maladies. Donc on espère mis ce qu'on cherchait mettre dans les nouvelles variétés. On va essayer de produire un petit lot de semences pour expérimenter cette nouvelle variété de façon beaucoup plus large chez les producteurs. Après tout cela, on est tenté de se demander si le vivant, ainsi réduit à l'état de matériel, de numéros et de demande du marché, n'est pas sérieusement en danger. La biodiversité, on en parle beaucoup, on dit qu'elle est menacée, moi je ne crois pas à ça. Ce qui est menacé, c'est la vie. Partout où on uniformise, par les monocultures par exemple, on perd en biodiversité, on perd en vie.
On a des plantes ou des animaux qui dégénèrent, qui sont plus sensibles aux maladies, qui sont en moins bonne santé, etc. Parce qu'on va faire une recherche systématique de pureté. De pureté parce qu'on a développé, par exemple, le commerce en grande surface qui nécessite des produits standardisés, très homogènes. Tous les choux doivent avoir la même taille parce qu'on veut en mettre 8 dans chaque cagette. Des choses comme ça. Alors pour résoudre les problèmes de mécanisation, on transforme les êtres vivants en objets manufacturés et pour ça on a besoin de l'uniformisation. D'où cette réglementation des semences. À travers la réglementation des semences, finalement, on oriente l'agriculture. Ça fait partie d'une politique agricole. Le but d'une entreprise privée est bien de gagner de l'argent, c'est sa raison d'être, mais elle est impliquée aussi dans une gestion durable des ressources génétiques et de la variabilité. Pourquoi ? Déjà parce que l'innovation repose sur cette variabilité génétique naturelle. Et donc il est de son intérêt de garder en réserve cette variabilité génétique. Alors, la variabilité génétique d'une espèce, c'est l'ensemble de toutes les plantes qui appartiennent à cette espèce. Elle est très grande parce qu'elle repose sur la combinaison des gènes et on a besoin de toutes les entreprises, de tous les laboratoires pour avoir des collections de qualité bien décrites et vivantes pour arriver à nos fins. Pour cela, nous investissons une grande part de notre chiffre d'affaires dans cette recherche. Nous devons donc protéger notre innovation. Cette innovation passe par la protection de l'obtention végétale qui nous permet d'éviter la spoliation de notre propriété. Que répondre alors aux personnes qui pensent que le fait de déposer une variété en se servant